Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc l'enregistrement est lancé. On est là tous ensemble. Donc vous voyez les speakers autour de la table avec Amiel qui a bientôt sa caméra qui va s'allumer. Mais on est aujourd'hui ensemble pour le webinaire Les ressources clés pour une IA frugale et performante jusqu'à 14 h. Je vais présenter les speakers autour de la table. Donc moi-même, Pierre Monger, je suis directeur de programme du Hub Francia. Je vais vous faire la petite introduction à ce webinaire. Ensuite, nous aurons Alice Draon. Ils vont tous se présenter de manière un peu plus précise quand ils interviendront. Alice Draon, qui est directrice de programme IA Durable aujourd'hui pour Boavista, qui expliquera les ressources clés, une sélection de ressources clés pour l'équipe projet. Donc intégrer la frugalité dans la gouvernance projet IA. Ensuite, nous aurons Nance Chabot, qui est designer de transformation durable à Suricat Consulting, qui expliquera sous l'angle utilisateur, utiliser l'IA de manière plus responsable d'un point de vue environnemental. Ensuite, nous aurons Amiel Citruc, président et cofondateur de Terra Cognita. Sous l'angle développeur, présentera une sélection de ressources pour construire des solutions d'IA frugales. Et sous l'angle décideur, nous aurons Anna Semedo, managing partner à IL Expansion. Et donc, la séquence s'intitule « Comprendre l'impact environnemental de l'IA, les bénéfices de l'IA frugale pour votre organisation ». Et ensuite, on fera une petite conclusion et une session de questions-réponses. Quelques infos pratiques. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R, dans la barre Teams, et on va recueillir toutes ces questions et on les adressera à la fin du webinaire durant la session questions-réponses. Ce webinaire est enregistré, donc ça veut dire que vous allez recevoir à l'issue du webinaire le support de présentation et le replay pour revenir en arrière sur des mots-clés si besoin. Et toutes les ressources qu'on présente sont issues de la base de ressources pour IA frugale qu'on va présenter par la suite. Alors, côté intro, pourquoi on parle de base de ressources pour IA frugale? C'est que le constat en 2025, alors le constat il était plus tôt, mais au sein du groupe de travail IA et environnement du Hub Francia, on a fait le constat qu'un nombre grandissant d'organisations publiques-privées s'intéressaient à l'IA frugale, mais qu'il n'existait pas d'espace, de base, de lieux centralisant les ressources clés en IA frugale et surtout que ces ressources clés en IA frugale soient sélectionnées et mises à jour régulièrement et notamment sélectionnées par des parties prenantes représentatives de l'écosystème IA frugale. Et donc, on a lancé des travaux en mi-2025 au sein du groupe de travail qui ont notamment porté sur l'étude des initiatives équivalentes autour de la base de ressources pour éviter de se marcher sur les pieds. On a défini la taxonomie, j'ai expliqué ça par la suite, la création de la méthodologie pour sélectionner une ressource clé. C'est quoi une ressource clé? Comment on la sélectionne? Pourquoi celle-ci est clé et celle-ci ne l'est pas? Le benchmark et la sélection de la solution d'hébergement et la création des premières versions. Alors, les premières versions, il y en a deux pour l'instant qui ont été créées. La première version, la toute première, en français, elle est sortie en décembre 2025, juste avant Noël, pour un cadeau en avance. Et elle a été mise en ligne avec une trentaine de ressources. Et la version 2, on inclut d'autres fonctionnalités et notamment, on inclut le volet en anglais. Donc, la version 2, c'est la version actuelle. Il y a à la fois une version française, à la fois une version anglaise. Et la version anglaise, elle est aussi référencée dans le hub des initiatives de la Coalition for Sustainable AI, qui est une grosse coalition internationale qui regroupe un grand nombre d'acteurs privés et publics. Je vous mets des flashcodes, je en mettrai à la fin, j'en mettrai dans le chat aussi, mais si vous flashez le petit drapeau français, c'est la version française de la base de ressources, le petit drapeau anglais, c'est la version anglaise. J'ai mis une capture d'écran à droite, donc ce n'est pas toute la base de ressources, mais ça vous donne une idée. Et donc, vous avez une tuile par ressource et vous avez donc le titre de la ressource, le descriptif et vous voyez des libellés de couleurs. Et bien ça, c'est la taxonomie. Donc la taxonomie, c'est la typologie des tags qu'on a définis. Et donc, il y a plusieurs tags sur lesquels vous pouvez filtrer. Vous voyez en haut à droite de la capture d'écran, vous avez des filtres. C'est pour vous faciliter la navigation à travers toutes ces ressources. Il y a un filtre soit par type de ressources, c'est-à-dire je veux plutôt visionner des vidéos, des podcasts, ou bien un article, ou bien un référentiel, ou des outils, librairies, c'est assez diversifié. La cible, ce sont les personas, c'est les 4 que j'ai évoqués en introduction. Soit ce sont des ressources qui s'adressent plutôt à l'équipe projet, à des décideurs, à des utilisateurs ou aux développeurs. Le thème, c'est le thème de la ressource. Est-ce qu'on va plutôt parler d'estimation ou de mesure de l'empreinte environnementale? Est-ce qu'on est plutôt sur des fondamentaux de l'IA ou sur des techniques avancées de l'IA? Il y en a plein d'autres. Et la langue de la ressource, français, anglais.
Et pour finir l'introduction, on a aussi monté un comité éditorial. Alors, pas dès le début, on a plutôt monté en mars 2026. Le kick-off a lieu le 23 mars. Et donc, ce comité éditorial, comme j'ai indiqué en introduction, le but, c'est qu'il soit représentatif de l'écosystème. Et donc, on a Terra Cognita et l'Expansion, qui sont notamment autour de la table, présents. On a le Hub Francia avec moi-même, Columbus Consulting, Ecolab, donc le ministère de la Transition écologique, la DGFIP, donc la Direction générale des finances publiques, Orange, l'Université Grenoble-Alpes, Boavista avec Alice ici présente qui représente Boavista, un journaliste indépendant autour de l'IA Frugal spécialisé de ces sujets, le groupe Bull, le CEA et le cabinet SIA AI. Et donc, le comité se réunit tous les mois et son rôle, c'est de, une part, identifier des ressources clés. Donc, ils ont dû travailler à la maison. Et une fois qu'on se réunit dans la session, c'est de sélectionner, d'évaluer, désélectionner les ressources clés qui ont été soit poussées par les membres du comité, soit poussées par la communauté. Et si vous souhaitez justement soumettre des ressources au comité éditorial, ou si vous souhaitez partager un feedback sur la base de ressources, vous avez le petit email magique sur lequel vous pouvez écrire. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais passer la main à Alice qui va prendre l'angle équipe projet et expliquer comment intégrer la frugalité dans la gouvernance projet IA. À toi, Alice. Alors, merci Pierre. Déjà, je vais me représenter en 1 minute. Donc moi, j'ai plusieurs casquettes, mais là, je me suis inscrite sous la casquette Boavista. Donc Boavista, c'est une association qui produit des communs d'évaluation des impacts environnementaux du numérique. Et sinon, je suis consultante indépendante en IA frugale. Et la semaine dernière, on a sorti un livre qui s'appelle Vers une IA frugale, coécrit avec Rémi Maron et Vincent Courboulet. Voilà pour les actus. Et donc, dans la base ressources, ça me paraissait intéressant de commencer par présenter le document du Shift Project parce que globalement, quand on fait de la gestion de projet, c'est intéressant d'avoir une vue d'ensemble. Et le gros message qu'on retrouve dans ce document, c'est que notre enjeu autour de l'intelligence artificielle, c'est vraiment cette explosion des usages qui crée une augmentation des ressources, la construction des centres de données. C'est un petit peu le système de l'autoroute. On doit faire d'énormes routes pour les moments de bouchon. Et donc, sur le thème de la frugalité, la question des usages est vraiment au centre. Et donc, voilà, vous pouvez comprendre toutes les dynamiques en cours dans ce document. Ensuite, la question de l'UA frugale, c'est aussi pour nous, j'ai envie de dire, français, européens et aussi à niveau international, une question de construction collective. C'est-à-dire que, eh ben, on peut avancer et déployer l'IA frugale collectivement. Et c'est pour cette raison, par exemple, que le référentiel général pour une IA frugale a été réalisé, copiloté par l'AFNOR et l'Ecolab du ministère de la Transition écologique. Et donc, dans ce référentiel, vous trouvez des méthodes pour faire de l'évaluation, parce qu'on a un vrai enjeu de normalisation de l'évaluation afin de pouvoir comparer les différentes évaluations, les différents impacts qui sont faits des IA. Et vous allez aussi trouver des bonnes pratiques parce que mettre en œuvre l'IA frugale, c'est très opérationnel, c'est mettre en œuvre des bonnes pratiques. Et du coup, voilà, il y a un groupe d'experts avec plus de 100 personnes qui a permis de regrouper toutes ces bonnes pratiques dans ce référentiel. Et ensuite, la communauté, elle est très vivante, elle est vivante aussi au niveau international. Donc, vous pouvez avoir accès aux groupes de travail en cours et aux chantiers qui sont pilotés par la coalition for a Sustainable AI qui a été mis en place suite à l'AI Summit qui s'est déroulé en France en février 2025. Alors, on parle d'IA frugale depuis tout à l'heure. Un instant pour s'arrêter sur une définition, et donc sur les définitions qui sont proposées dans le référentiel général pour une IA frugale. Donc, la question, c'est de bien distinguer l'efficience, la frugalité et le bilan positif.
L'efficience, ça s'adresse surtout à un système d'IA. L'efficience, c'est l'idée de dire, je vais réaliser un système d'IA qui va consommer le moins de ressources possible. Donc, pour ce faire, on va agir sur les algorithmes. Donc là, on retrouve toutes les techniques d'optimisation. On va agir sur les données, réduire les volumes de données et augmenter la qualité des données. Et puis, on va agir sur le matériel, donc essayer d'utiliser le moins d'infra possible. Voilà, pour ne pas être dans cette dynamique, j'ai plus d'usage, je construis des autoroutes, etc. Donc ça, c'est l'efficience des systèmes. Mais la frugalité, c'est aussi travailler sur le besoin. C'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'IA? Et puis, de quel type d'IA est-ce que j'ai besoin? Et notamment avec l'IA générative, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, mais on faisait déjà de l'IA avant. Il y a quand même beaucoup de modèles et beaucoup de façons de faire de l'IA. Et puis il y a aussi beaucoup de façons de faire du numérique tout court. Donc la frugalité, c'est vraiment revenir aux fondamentaux sur la question des besoins et évaluer l'impact environnemental de son usage du service. Donc vraiment avec une approche service, une analyse tout au long du cycle de vie, ACV et multicritères, c'est-à-dire qu'on regarde le carbone, mais on ne regarde pas que le carbone. Et enfin, la frugalité à bilan positif, c'est de se dire, est-ce que mon service que j'ai déployé, il me permet de faire des gains environnementaux? Ça arrive à la fin et ça ne marche pas dans tous les secteurs. Par exemple, dans la santé, quand on va utiliser l'IA, on ne veut pas aller chercher les gains environnementaux. Et donc, je voulais vous proposer, j'imagine que vous avez ouvert la base de ressources parce que vous êtes très curieux, d'aller regarder les outils. Donc, vous pouvez cliquer sur estimation mesure, trouver le type d'outil. Et c'était une petite classification parce que quand on parle des outils d'évaluation, il y a beaucoup de choses. Il y a des outils qui permettent de faire de la mesure, des outils qui permettent de faire de l'estimation, des outils qui permettent de faire de la comparaison. Je les ai rangés dans des cases, mais forcément, ils dépassent tous un petit peu par-ci, par-là. Et dans les autres questions aussi qu'on peut se poser quand on va aller chercher un outil, c'est quel est le périmètre? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est l'IAGEN? Est-ce que c'est que du CO2? Est-ce que c'est du multicritère? Donc là, si vous avez ouvert la base de ressources, peut-être que vous avez déjà pu commencer à ranger les outils. Mais comme l'heure tourne, on va regarder les réponses que je vous propose. Et voilà, donc dans la base ressources, vous allez retrouver allumettes et code carbone qui permettent vraiment d'aller faire de la mesure. C'est des wattmètres en fait qui vont aller collecter les données de ressources énergétiques. Vous allez trouver les outils qui font de l'estimation, donc qui, à partir des données d'usage que vous allez leur fournir, vont appliquer des proxys pour pouvoir estimer les différents impacts. Et puis enfin, vous avez des outils qui permettent de comparer des modèles entre eux pour savoir, selon les contextes, quels sont les modèles plus ou moins consommateurs de ressources. Et pour finir, donc j'avais choisi ce document qui a été fait par l'équipe d'Orange. Ça, c'est vraiment la question des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est vivant. Et donc, dans la base ressources, vous allez comme ça pouvoir retrouver des études qui sont faites. Et là, c'est l'exemple d'une étude qui a été faite par Orange où on voit vraiment une proposition d'un état des lieux du contexte autour de l'IA, une proposition aussi de définition de l'IA frugale un peu plus large, et puis énormément de méthodes, de bonnes pratiques qui ont été expérimentées par les équipes. Donc, c'est très intéressant. Merci Alice pour la présentation et pour la tenue de timing. Ensuite, on va passer à Nance et j'en profite tout le monde, hein, je vous ai mis quelques infos utiles dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fil des présentations dans l'onglet Q&R et on les adressera à la fin du webinaire durant la session de questions-réponses. À ton tour, Nance. Merci Pierre, bonjour à tous. Donc je suis Nance, consultant et designer. On travaille chez Suricate Consulting sur les transformations des organisations et l'IA en est pas la moindre.
Et du coup, on est souvent, à titre personnel ou en tant que salarié dans notre vie au quotidien, utilisateur d'IA. Et donc, en tant qu'utilisateur, dans cette base de ressources, qu'est-ce qu'on peut trouver comme élément utile, activable pour reprendre un peu la main sur notre compréhension, notre utilisation, éventuellement nos cas d'usage et les discussions que l'on a aussi autour de nous en tant qu'utilisateur. Alors le premier élément, c'est notre point de vue sur l'IA. En tant qu'utilisateur, souvent, on peut avoir un peu l'impression de perdre la main face à un impact global que nous, on matérialise sur la gauche avec cette roue qui détermine l'espace sûr et juste entre ne pas dépasser le plafond environnemental et respecter le plancher social. C'est l'économie du donut qu'on peut appliquer au numérique. Cette économie du donut, elle s'applique à un environnement mondial. Et en bas à droite, je vous ai mis un peu un système de poupée russe, en fait. On a un plafond des émissions européennes, des émissions et un plafond français, et un plafond et une utilisation entreprise, projet et individuelle. Donc on est un peu la dernière de ces poupées russes et comment est-ce qu'on peut reprendre la main. La première ressource que j'ai listée, c'est le café IA, qui a été conçu par plusieurs universités et les collabs notamment, et d'autres organismes environnementaux, qui est un petit atelier qui dure environ 1 heure et demie pour une vingtaine de personnes, pour lequel on a des ressources en ligne qui sont à disposition, qui ne va pas forcément vous aider à discriminer tous les cas d'usage, parce que l'objectif de cette première ressource est de répondre quand faire appel à une IA, mais va vous permettre de débattre avec d'autres personnes sur leur usage de l'IA et donc répondre à des exemples de questions qu'ils mettent. Est-ce qu'on s'est déjà renseigné sur l'impact d'une IA qu'on utilise? Est-ce qu'on a déjà adapté nos usages à la lumière de ces enseignements? Est-ce qu'on a déjà renoncé à des choses? Est-ce qu'il y a des endroits où, au contraire, on trouve cet usage très pertinent? Et donc, ils mettent des ressources à disposition, et notamment 20 cartes sur comprendre l'impact énergétique et environnemental des IA génératives, et donc de créer cette discussion. L'objectif, c'est pas de vous donner une ressource qui vous dit quoi faire, quoi ne pas faire. L'IA Act liste quelques cas d'usage qui sont, disons, à haut risque sur la biométrie, les infrastructures critiques, les services essentiels, les RH, etc. Mais là, c'est plutôt en discuter et créer cet espace de discussion. La deuxième ressource, elle va répondre à une autre question, c'est quelle IA choisir. Et pour ça, c'est un autre outil du gouvernement qui a été d'abord à l'origine créé par plutôt une cellule à l'intérieur du ministère de la Culture pour comparer deux modèles d'IA sur la bonne utilisation et les bonnes réponses qu'apportent des modèles d'IA par rapport à la langue française. Et ils ont amélioré cet outil petit à petit avec toute une base de modèles que l'on peut confronter et sur lesquels on va trouver plugué au résultat un impact environnemental décliné avec plusieurs indicateurs. Mais du coup, ce face-à-face, on va poser un prompt où il y a des suggestions de prompt et on va avoir du coup en face-à-face la réponse de deux modèles et on va choisir celui qu'on trouve le plus pertinent et en résultat, on va avoir l'efficacité énergétique de ce modèle au regard de sa taille, de son nombre de paramètres, du nombre de tokens qui a été utilisé pour le prompt que l'on vient de faire et pas un nombre de tokens théoriques. Et avec les ressources qu'ils ont à disposition, qui ont été proposées ou pas, ou avec plus ou moins de transparence par les providers, un résultat environnemental. Donc voilà, ça peut vous aiguiller aussi sur des modèles qui sont peut-être moins connus et qui peuvent être tout à fait adaptés à vos usages et moins gourmands. La troisième ressource, elle va être sur une petite ressource. On verra plus tard avec Camille des ressources pour mesurer de façon plus précise et plus aboutie et plus documentée une IA en déploiement. Là, c'est plutôt un petit plugin. C'est un module que vous pouvez mettre sur Firefox ou sur Chrome, AI Impact Tracker, qui va mesurer trois providers, ChatGPT, Claude et Gemini, et sur lequel va mesurer un peu le temps des prompts que vous avez lancés, combien de temps tournent les modèles, et en fonction du temps de réponse, va supposer que votre réponse était plus ou moins, votre demande était plus ou moins complète, et va en face mettre une évaluation carbone.
C'est un petit outil pédagogique, ça ne vous donnera pas votre impact carbone, mais ça vous affiche un peu en temps réel. Vous avez le compteur qui tourne en même temps que votre prompt avance pour commencer à voir quel est l'impact que vous pouvez avoir et discriminer un petit peu, en tout cas a priori, ces modèles-là en fonction de votre usage à vous et pas un usage théorique. Voilà, ça va pas très loin. Les ressources sont surtout, la base de données est surtout celle des providers. Et effectivement, il n'y a pas Mistral, mais ça reste un petit outil ouvert. Donc, si quelqu'un se sent de rajouter ça en provider, c'est faisable. Et peut-être que le développeur qui a travaillé sur ça l'intégrera. Voilà. Donc ça, c'était la troisième ressource sur comment mesurer mon usage. La quatrième, pardon, ça va être de comprendre un peu plus précisément. Et là, c'est Mistral, effectivement, qui nous propose en fait quelque chose de plus détaillé que les autres. C'est l'étude la plus aboutie à date. Elle n'est pas encore parfaite, mais c'est une analyse de cycle de vie de l'un de leurs modèles qui a été faite par l'ADEME et Carbone 4 et revue en relecture critique par Resilio et Hublot. Et dedans, vous allez pouvoir voir sur 3 critères, GES, eau et minéraux, l'impact des différentes phases, en tout cas sur ce modèle-là et pour Mistral, en termes de conception, de construction du data center, d'impact, d'entraînement du modèle. Et là, on voit un impact important, notamment sur la partie carbone et eau, d'entraînement du modèle et d'inférence. Après, on sait que c'est aussi relatif au nombre d'utilisateurs, l'impact du trafic, des équipements et des impacts indirects en aval qui est là, ils n'ont pas mesuré. Ou en tout cas, ils n'avaient pas suffisamment d'informations non plus, même si c'est jusqu'à présent, elle a été sortie, il me semble, il y a un an, un petit peu plus, la CV la plus aboutie sur un grand modèle, en tout cas un modèle grand public. Ça donne 3 pistes pour comprendre l'IA que vous utilisez. Dans la vie de tous les jours, l'impact de l'IA que vous utilisez, ça va plutôt être sur le choix de localisation du data center, où est-ce qu'il se trouve, et le type de data center. Ça va être sur la taille du modèle que vous utilisez. De plus en plus de modèles d'IA que vous pouvez utiliser vont vous suggérer plutôt pour des questions de restriction de tokens, de choisir des modèles plus ou moins performants selon le cas d'usage que vous allez avoir, avec du coup des modèles plus ou moins anciens et une efficacité plus ou moins forte, un temps de réflexion plus ou moins long. Donc cela joue, le type de modèle que vous choisissez. Et enfin, le dernier impact qu'il note, c'est l'impact sur l'inférence, sachant que l'inférence, c'est votre prompt, mais aussi le temps de réflexion qu'elle y a. Donc, vous pouvez voir avec, par exemple, le Claude, qui est un petit peu plus transparent pour ça, vous allez voir le temps de réflexion et les étapes de réflexion qu'ont généré votre prompt. Donc ça, c'est pour la partie compréhension. Et une dernière ressource en tant qu'utilisateur que je souhaitais vous partager, c'est le kit d'engagement pour une intelligence artificielle frugale au sein d'une organisation parce que en tant qu'utilisateur, on fait partie d'un réseau, d'une entreprise, d'un écosystème. Et même si vous n'avez pas forcément tous les leviers en main, j'ai un peu associé ça à ce qui se fait pour la cybersécurité ou la RGPD. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, vous avez aussi parfois, quand vous ne savez pas quel choix faire, quel outil utiliser, ou est-ce que vous êtes face à une tentative de phishing ou pas, vous avez le devoir d'aller voir le responsable, le référent, la personne qui pourra répondre à cette question-là. Et dans cette ressource, vous avez un ensemble de métiers vers qui vous retournez. Et la 15e recommandation, c'est avoir un référent IA Frugal qui va coordonner ses engagements. Et donc, vous pouvez essayer de vous retourner vers votre management ou vers les autres pôles, les autres responsabilités qu'il y a là. Est-ce qu'il y a des recommandations dans mon organisation? Et est-ce que j'ai des bonnes pratiques qui me sont recommandées pour mon usage quotidien en tant qu'utilisateur? Voilà 5 ressources qui peuvent vous permettre de savoir quel premier pas faire. Merci beaucoup, Nance, pour la présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. La question, est-ce que Mistral est inclus dans l'IA Impact Tracker, a déjà été répondue en live par Nance, mais n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. On passe à Nance qui va nous présenter l'angle développeur, comment construire des solutions d'IA frugale. Amiel, excuse-moi. Président de Terra Cognita, c'est un cabinet d'ingénierie en IA frugale. Donc, on développe des solutions d'IA frugale, entre autres. Du coup, tu peux passer à la slide suivante. Alors, quels sont les enjeux des développeurs IA? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'identifier des stratégies techniques pour raisonner l'utilisation de l'IA. On ne va pas vouloir utiliser de l'IA tout le temps, on va vouloir l'utiliser à certains moments.
Et il faut que ça garantisse la satisfaction des besoins identifiés, puisque ça, c'est le principe de la frugalité. Ça, c'est une première chose. Il faut aussi mettre en œuvre des leviers techniques pour réduire l'empreinte des modèles d'IA qui sont utilisés. On va choisir donc parfois d'utiliser de l'IA, on l'a raisonné en amont, mais quand on l'utilise, on va faire des modèles qui sont plus petits, qui sont plus efficients et qui ont une empreinte environnementale qui est moindre. Évidemment, tout ça, il faut le mesurer. Il faut donc être en capacité pour chacun de ces choix techniques d'estimer l'empreinte environnementale. C'est également un des enjeux et sont des choses qu'on peut trouver dans la base de ressources pour les développeurs. Et puis, je pense que c'est important aussi que les développeurs puissent restituer le développement qu'ils font dans un cadre plus global pour penser toutes les composantes de l'IA frugale, puisque si on est enfermé dans une réflexion technique, on manque quand même un élément de la frugalité qui est parfois justement de trouver un contournement à ce qui est perçu initialement comme un problème technique. Et donc, par rapport à ces enjeux, on a plusieurs ressources. Je reviens sur le classique, qui est le référentiel général pour l'IA frugale, qui a plusieurs parties, dont une partie sur les bonnes pratiques, et ça, c'est vraiment important pour les développeurs. Il y a 31 fiches, et il y a environ la moitié qui peuvent être concernées directement des développeurs. Là, vous voyez sur un exemple de fiche, rationaliser les modèles, les différents aspects qui sont concernés. On peut avoir une estimation du gain de frugalité, une estimation de l'effort de mise en œuvre. Élément très important, puisque les projets IA ont un cycle de vie, à quel moment on peut intervenir. Il y a une description également de la bonne pratique et aussi des éléments de mise en œuvre. Les bonnes pratiques ont des tailles qui sont assez différentes. Parfois, c'est très détaillé, parfois, ça l'est un peu moins. Et globalement, il y a quand même aussi des éléments rajoutés méthodologiquement pour arriver à les mettre en œuvre. Mais c'est une très bonne base pour commencer. Ensuite, il faut apprendre des techniques d'optimisation. Donc ça, je l'ai dit, si on part du principe qu'on va utiliser de l'IA, on va essayer d'être le plus efficient possible. Il y a un cours qui est extraordinaire, qui est le cours du MIT, c'est un MOOC, qui donne des éléments, pas que sur le LLM d'ailleurs, qui parle d'IA en général, en tout cas de machine learning. Et comme on le sait, ne pas passer par un LLM parfois est une technique de frugalité. Donc sur ce cadre-là, donne des éléments pour pouvoir bien limiter les ressources utilisées par les modèles qu'on va utiliser. Donc là, il y a une liste de techniques qui sont présentées. Il est long, il y a beaucoup de cours et il est très dense également en termes de matériel pédagogique, puisqu'on a la vidéo des cours, on a les slides, on a les notebooks d'exercices. Donc on peut faire les exercices que font les élèves quand ils l'ont fait, et la correction de ces exercices. Donc on est vraiment sur quelque chose qui permet d'avoir un peu la même qualité d'enseignement, et c'est très, très, très bien fait. Donc ça, c'est pour compresser. Il est gratuit. C'est un MOOC gratuit. Donc il est en anglais, ouais. C'est le MIT, ils n'ont pas encore les cours en français. Il est en anglais, mais il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Il est très général. Donc je le recommande pour qui veut connaître ces techniques d'efficience pour limiter les ressources utilisées par les modèles dès lors qu'on a décidé d'utiliser de l'IA. Ensuite, donc il y a pas mal d'éléments pour pouvoir choisir des modèles, hein. Nance a montré Comparia, qui est très bien pour l'utilisation personnelle. Pour le point de vue du développeur, peut-être que le AI Energy Score est plus intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que, le AI Energy Score, ça consiste à faire un leaderboard, en fait, pour des modèles d'IA, suivant leur consommation énergétique. Pour être précis sur la consommation énergétique du GPU, donc du composant principal qui tourne quand on les fait tourner. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est des leaderboards par tâche. Donc, quand on développe un système d'IA, on est toujours confronté à une ou plusieurs tâches. Peut-être qu'on fait un résumé d'un document, peut-être qu'on fait de la génération de texte, peut-être qu'on fait de la classification de texte. Là, sur le screenshot, on ne voit pas tout, mais il y en a plus. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a un leaderboard par tâche. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce leaderboard est agnostique du point de vue de la technologie. Ce n'est pas forcément que de l'IA générative. Il y a des tâches comme la détection d'objets qui se font très bien avec les modèles non génératifs, par exemple. Et donc, ce leaderboard, il les montre tous et ça permet de faire un choix éclairé du point de vue du score énergétique qui est en gros, qui est basé sur la consommation du GPU. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'il est directement intégré dans le site Hugging Face, qui est un peu le hub de l'écosystème de l'IA open source. Donc ça veut dire très concrètement qu'à partir du moment où on clique sur le modèle, on arrive sur sa fiche pour pouvoir le télécharger avec des exemples d'utilisation
et une description de comment il faut le plugger dans les systèmes. Donc voilà, c'est directement pensé pour des développeurs. Le seul élément qui est peut-être une limitation actuellement, c'est que la mise à jour de ces tests, c'est tous les 4-5 mois, j'ai l'impression. Et donc, on n'a pas, enfin, dans le monde de l'IA, c'est 4-5 ans. Mais bon, en tout cas, l'initiative est très bonne et j'espère que ces mises à jour seront de plus en plus récentes. En tout cas, c'est une ressource utile pour les développeurs. Ensuite, il faut mesurer concrètement l'empreinte carbone d'un service d'IA quand on en développe un. Et la meilleure librairie pour ça, donc il y a plusieurs cas, et là j'ai fait un choix sur les ressources. Code Carbone, c'est quand on maîtrise le modèle, c'est un modèle open source et qu'on peut le faire tourner sur son infrastructure. Il y a d'autres outils comme Ecologits qui font des estimations dans le cas contraire. Mais en gros, Code Carbone permet de facilement isoler une partie du code et de dire entre cette partie-là et cette partie-là, combien, quand je run le code, quelle est l'empreinte carbone et l'empreinte énergétique de ce run. Donc là, on voit par exemple de la traduction en anglais je t'aime. C'est peut-être pas le cas d'usage le plus frugal de l'IA. Vous pouvez demander à un ami comment on dit ça, je pense. Ça marche aussi bien. Mais en tout cas, on voit comment on peut isoler cette partie d'utilisation d'une IA pour pouvoir la mesurer. C'est basé sur une détection automatique des composants de l'infrastructure sur laquelle tourne le code, auquel s'ajoute l'utilisation de facteurs d'émission qui tiennent compte du mix énergétique par rapport à la localisation de l'endroit la localisation de l'infrastructure. Et ça permet donc d'équiper de manière totalement personnalisée son code avec des mesures d'empreinte énergétique. Code Carbone fournit en plus de ça une documentation qui est très bien faite avec une méthodologie, des tutoriels, des éléments qui expliquent un peu les enjeux au sens le plus large et des outils de visualisation intégrés pour pouvoir faire du monitoring. Et la dernière ressource qui dépasse largement le cadre des développeurs, mais qui me paraissait intéressante de présenter, en tout cas quand on développe un service d'IA, il faut mesurer. On a vu comment avec Code Carbone, on peut mesurer l'empreinte carbone d'une partie du code, mais il faut le faire suivant un standard. Donc il faut savoir où c'est qu'on va mesurer, comment on va ensuite choisir par exemple une unité fonctionnelle pour se dire je vais mesurer sur un an d'utilisation, des choses comme ça. Et ça, il y a des standards qui sont créés. Il y a évidemment le référentiel général pour l'IA frugale qui, au-delà des bonnes pratiques, donne des ressources là-dessus, mais qui est au français. Et donc l'ITU, l'International Telecommunication Union, a sorti il y a quelques mois des guidelines qui expliquent comment concrètement il faut, donc elles sont assez high level, mais elles donnent des indications sur comment il faut mesurer les impacts environnementaux selon leurs standards. Ça a l'avantage d'introduire des choses assez intéressantes, comme par exemple, donc c'est basé sur l'analyse de cycle de vie, comme référentiel général pour l'IA frugale. Ça introduit également des choses assez intéressantes, comme des analyses comparatives, comment on peut mesurer un scénario avec IA et sans IA, ce qui est en fait un élément important pour la décision, et aussi des règles d'allocation et de comptabilité. Vous savez peut-être qu'il y a un enjeu dans l'IA, c'est qu'il y a une grosse partie de l'empreinte environnementale qui est liée à l'entraînement en amont et une autre grosse partie qui est liée à l'inférence. C'est un peu difficile de voir comment on peut associer les deux et donc eux fournissent des règles d'allocation. D'une manière plus générale, cette ressource est alignée avec l'écosystème réglementaire de l'ITU. Et donc, c'est surtout une première pierre intéressante pour des standards qui viennent internationaux sur le sujet. Merci Amiel pour la présentation. Il y a des questions, vous en faites pas, on les voit bien, on pourra les traiter à la fin sur la session de questions-réponses. Et on passe à la dernière séquence avec les décideurs et Anna qui va nous présenter l'angle décideur, notamment comprendre l'impact environnemental de l'IA et les bénéfices de l'IA frugale pour votre organisation. Tu as le micro coupé, Anna. Merci Pierre et bonjour à toutes et à tous. Donc, IL Expansion accompagne les entreprises dans plutôt la transformation culturelle et sur le fond aussi, sur ces sujets d'IA frugale et d'IA responsable. Donc là, la question déjà, l'IA frugale, vraiment, en tant que décideur, quelle question on va se poser ? Et décideur, ici, on parle d'un DSI, d'un DAF, d'un responsable RSE, etc. Donc,
tout d'abord, il y a des questions liées à la gouvernance et à la performance, des questions liées au risque et des questions liées au cap. C'est-à-dire que le décideur, la première chose qu'il va se demander, puisqu'aujourd'hui l'IA est présentée aussi sur l'angle de l'efficience, c'est est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire que je vais engager des coûts, je vais prendre du temps de mes troupes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc aujourd'hui, ce qu'il voit, c'est que sa facture cloud peut avoir tendance à exploser, puisqu'on a de plus en plus de stockage de données, on a des équipes qui déploient sans mesurer, des développeurs, on vient de voir Amiel, il est passionné et il nous passionne, et donc je pense qu'en tant que développeur, il y a aussi cette passion qui est contagieuse. Et donc, je ne maîtrise pas ce qui rapporte et ce qui ça coûte. Donc, la peur, c'est d'investir massivement dans quelque chose d'ingouvernable. Ensuite, il y a le sujet du risque et de la souveraineté, c'est-à-dire est-ce que je prends des risques sans le savoir? Est-ce que mes données vont aller sur le Cloud Act, dans des clouds étrangers que je ne maîtrise pas? Est-ce que je crée des dépendances à des fournisseurs? Et quid du AI Act, de la CSRD et des incidents? Donc, la peur associée, c'est d'être mis en cause après coup et de ne pas avoir anticipé. Donc, j'ai donné des autorisations à mes équipes et finalement, je porte un risque que je n'ai même pas présumé. Et le troisième sujet, c'est celui du cap. Donc, OK, c'est bon, je sais ce que ça coûte, OK, je maîtrise les risques, mais par où je vais commencer? Donc, les discours abondent, on en a tous les jours des tas de publications. Les normes, donc là, Amiel vient de nous donner la 1801, je confirme, c'est un outil très intéressant pour les ACV. Mais il y a d'autres normes qui sont très complexes. Il y a aussi le shadow IA qui s'installe. Donc, comment agir sans paralyser les équipes? Et donc, le sujet pour le décideur, qui n'est pas forcément impliqué les mains dans le cambouis, c'est d'être dépassé ou faire fausse route dès le départ. Donc, aujourd'hui, 3 ressources principales. Il y en a d'autres que mes camarades ont déjà citées. La première, c'est-à-dire qu'ici, on est dans une phase où le décideur, il a besoin de comprendre, mais de comprendre les enjeux pour se positionner lui-même dans une tendance aussi économique. Et l'étude de l'Agence internationale de l'énergie, qui est publiée chaque année, celle qui est actuellement sur la base, c'est celle de 2025, puisque l'autre vient d'être publié et qu'on n'a pas encore eu le comité éditorial pour décider de la mettre en place. Alors, il y a des chiffres intéressants. C'est que ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que la demande data center IA a bondi de 50% en 2025. Ils disent qu'il y a eu plus 60, en fait, il y a eu plus 400 milliards d'euros d'investis en 2025 et ils prévoient encore une croissance de 75% en 2026. Et du coup, ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, les investissements des 5 big tech dépassent tout l'investissement du oil and gas. Donc, vous voyez, quand on compare, on voit que finalement, c'est un mouvement qui continue. Même si on ne sait pas dans quelle direction, c'est un mouvement qui continue. Ils nous disent aussi, ils le montrent, qu'en fait, on gagne par tâche, on gagne en efficacité, mais en fait, on est face aux effets rebonds. Et par rapport à la frugalité, ça, c'est des enjeux extrêmement importants. Et même pour le décideur, et y compris quand je parlais du plaisir de faire du code et de faire des outils, c'est typiquement un effet rebond qui nécessite d'être maîtrisé. Et la projection donc, pour 2030 est de 950 TWh, qui fait 2 fois à peu près ce que consomme la France en électricité. Et l'année dernière, la prévision était à 945 TWh. On voit que du coup, ça continue à progresser. Je recommande que si vous avez un peu de temps, il est gratuit et donc que vous téléchargez cette étude parce qu'elle vous donnera beaucoup d'éléments. Et si vous n'êtes pas décideur, ça permet aussi d'alimenter les décideurs autour de vous pour qu'ils comprennent vraiment le sujet et la dynamique. Ensuite, l'autre étude, c'est celle du Conseil économique et social, qui est importante pour nous en France,
puisqu'elle a permis de poser en fait le sujet, même avant le AI Summit, avec justement pour la France l'enjeu de porter le sujet à l'international, puisque la France est quand même un des pays les plus dynamiques sur ce sujet, et l'AI Summit était l'un des instruments pour cela. Elle montre le besoin et les enjeux autour de mesurer et rendre transparent. Là, je vous renvoie à tout ce que mes camarades ont dit avant. Elle conseille du coup à financer l'IA à finalité environnementale. Et là-dessus, un sujet très intéressant, et je vais faire référence à une autre étude qui va rentrer dans la base, mais pareil, elle est sortie le 22 mai, c'est une étude de l'ARCEP, où l'ARCEP a étudié 22 modèles. C'est des petits modèles, mais c'est intéressant. Ils l'ont fait avec le PEREN, qui est l'instrument public pour tester ce type de choses, et il conclut qu'en fait, il n'y a pas de corrélation directe entre la taille des modèles et la performance. Et la performance par rapport à une tâche et ce que les modèles vont consommer. Donc, c'est une étude qui est très intéressante et qui apporte justement des compléments très concrets et très actuels par rapport à ce type de questionnement. Et pour le dirigeant, ça va l'aider à sortir de certains biais de confirmation, parce que de mon expérience, la peur de l'IA frugale, elle vient aussi de ce sujet, de dire est-ce que je perds en performance. Et la troisième partie de cette étude, c'est le besoin de former et d'éco-concevoir. La dernière étude, c'est le kit d'engagement, mais je crois que c'est Nance qui en a parlé, donc je vais pas me répéter un peu ce que Nance a dit. Donc là, vous voyez le besoin de comprendre et le besoin d'instrumenter la décision. Tu peux passer, Pierre. Tu peux passer, là aussi, c'est des éléments qui ont déjà été donnés. Je vois l'heure qui tourne, du coup, je vais rattraper pour permettre aux questions aussi, à la réponse des questions. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'angles morts, et beaucoup d'angles morts pour notamment les décideurs. Là, on a une bonne base de ressources qui sont très solides. C'est une force et une limite, mais il va nous manquer, par exemple, des outils d'arbitrage à destination du décideur. Pouvoir décider usage par usage, petit, grand modèle, le niveau de maturité, parce que par exemple, quand on s'engage dans l'open source, est-ce que vraiment on fait le bon choix? Quand on prend un SLM, est-ce que ce SLM répond vraiment à mon besoin métier? Donc là, on n'a pas d'outils ni de plateforme type le Energy et Score qui permettent par rapport au retour métier, pas par rapport à l'enjeu uniquement de la performance, même environnementale du système. Ensuite, on n'a pas de cas terrain. Le décideur, il s'alimente beaucoup de retours d'expérience. Et là aussi, ce serait intéressant d'avoir une capitalisation, un peu comme ce qu'on a fait pour les bonnes pratiques, mais là, à destination des décideurs. Et en complément de ça, justement, de faire un guide par profil. Le DAF et le DSI ne se posent pas la même question. Le DG et le RSE ne se posent pas forcément les mêmes questions. Avoir aussi des leviers réglementaires actionnables, parce que face à la réglementation, on est souvent dans une relation de peur, alors que la réglementation, et personnellement, je fais partie de la commission de normalisation IA, je sais que la normalisation peut être aussi un levier pour aider à prendre des bonnes décisions. La vision d'infrastructure et de souveraineté, donc aujourd'hui les conflits d'usage, réseau, data center, etc., ne serait-ce que déjà le comprendre, et là ça va me permettre de faire une annonce. On va sortir prochainement une étude IA et énergie, dont le Hub Francia est partenaire, mais aussi le CIGREF, l'Institut G9+, etc., et c'est moi-même qui la réalise, et on va apporter justement des éléments de réponse à ce sujet. Et dernier point qui nous manque aussi, c'est toute la chaîne physique complète. Pierre, tu peux aller directement à la dernière slide. Voilà, en conclusion,
l'IA frugale est aussi une compétence stratégique. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, on a toutes les bases, tous les moyens pour comprendre, pour poser le cadre systémique. On a les moyens pour mesurer, pour pouvoir quantifier avant de déployer. On a aujourd'hui aussi, notamment avec l'AFNORSPEC, les kits d'engagement, etc., des moyens aussi pour décider et aller vers la contractualisation. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la décision pour faire monter l'organisation dans cette culture de l'IA frugale. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, pas par uniquement l'entrée environnement, mais par l'entrée coût, par l'entrée maturité, on est en train d'aller vers ce chemin de l'IA frugale. Merci. Merci Anna pour ta présentation pour les décideurs. On arrive à la conclusion. Alors, je vous mets cette slide encore une fois pour flasher en bas si vous voulez reflasher après coup que vous avez loupé pour ceux qui sont arrivés en cours. La base de ressources, comme je l'indiquais dans le chat, on va diffuser aussi à l'issue du webinaire le replay et le support de présentation. Maintenant, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit. Comme vous voyez, à certaines ressources qui ont été citées plusieurs fois. Eh bien, ça veut dire que certaines ressources sont adaptées pour plusieurs personas, notamment quand on parle du référentiel général pour l'IA frugale. Il est tellement vaste que ça peut aussi bien dresser les décideurs, l'équipe projet que les développeurs, par exemple. En termes de personnes qui ont contribué à cette base de ressources, je l'ai dit rapidement en intro, mais je complète en conclusion, tous les intervenants, donc tous les speakers ici là, qui sont intervenus, ont soit participé à la construction de la base de ressources pour une IA frugale, soit font partie du comité éditorial, soit font les deux. Tout le monde est cité dans tous les cas sur la base de ressources, vous pouvez trouver tous les noms. Certains membres du comité éditorial se cachent parmi les participants aussi, je vois la liste depuis tout à l'heure. Et donc, autre élément en conclusion avant de partager la suite. Donc, le comité éditorial, il se réunit chaque mois, comme je vous l'ai indiqué, et donc vous pouvez soumettre vos ressources avec l'email IA Frugale Francia, vous pouvez soumettre votre feedback, et j'attire l'attention sur le comité éditorial. Ça peut prendre du temps pour évaluer une ressource, donc si vous soumettez une ressource et que vous ne la voyez pas forcément popper dès le mois suivant dans la base de ressources, c'est que ça peut prendre un certain temps. On a des critères de sélection, et dans les critères de sélection, un critère notamment, c'est que 2 membres du comité éditorial doivent prendre connaissance de la ressource. Et quand on a des livres blancs, voire des livres, ça peut prendre un certain temps, comme vous en doutez, pour qu'on puisse les revoir en profondeur afin d'en faire part au reste du comité éditorial. Si une ressource n'est pas sélectionnée, ça ne veut pas dire que la ressource n'est pas de bonne qualité, ça veut tout simplement dire que la ressource n'est pas alignée avec les critères et la méthodologie de sélection qui a été fixée par le comité éditorial. Et donc tout ça pour vous dire que là, on va arriver prochainement à une quarantaine de ressources clés sur la base de ressources pour une IA frugale. Et on s'autorise aussi à retirer des ressources clés. Pourquoi? Parce que la mise à jour, ça va en entrée et en sortie. S'il y a des ressources qui deviennent obsolètes, ou par exemple, s'il y a des études plus récentes qui vont contredire des chiffres ou qui vont apporter un éclairage plus fin sur certains chiffres, eh bien, on se permettra de retirer des ressources pour que ce soit le plus pertinent possible. On a désormais fini la présentation. On va prendre la liste de questions. Donc, pendant qu'on prend la liste, si vous voulez ajouter des questions, on a 10 minutes, hein, donc on a un peu de temps quand même. Si vous voulez ajouter des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à écrire, c'est encore temps. Donc, je prends les questions qui n'ont pas... Et alors, je vais prendre les questions à faire exhaustive. Il y a un pack tracker inclus Mistral, oui ou non? La réponse, c'est non. Combien coûte le MOOC? Je reviens en arrière, qui s'appelle... MIT ANNAB 10EML and Efficient Deep Learning Computing, il est gratuit et il est en anglais. Ensuite, il y a une question, forcer les grands LLM à afficher l'empreinte carbone des travaux utilisateurs ne serait-il pas une solution de transparence? Alors, c'était au moment cette question où Amiel parlait, il me semble, mais je pense qu'on peut l'adresser à tous les speakers, parce qu'on a vous avez tous un point de vue là-dessus. Je vous laisse réagir dessus. C'est une bonne chose, oui. Mais bon, vu comme pour l'instant, ils ont du mal à sortir des chiffres dans l'absolu, donc on a parlé de l'étude de Mistral qui est la meilleure dans le genre. OpenAI et Google ont également communiqué des chiffres, mais il y avait un certain nombre de biais méthodologiques. Pour l'instant, ces grands acteurs n'ont pas fait preuve d'une grande transparence. Mais bon, oui, s'ils étaient forcés d'indiquer ça, ça permettrait aux utilisateurs de savoir exactement ce qu'ils font et ce serait un levier puissant. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ça se fera tout de suite.
Je peux peut-être apporter juste, je suis tout à fait d'accord avec Amiel. Dans l'étude de l'ARCEP, ils disent, je crois qu'il y a 84% des modèles qui n'ont pas d'information environnementale. Mais l'Europe est en train de penser à une taxe carbone pour les services numériques, ce qui pourrait du coup contribuer à apporter des éléments là-dessus. Mais aujourd'hui, on est confronté quand même à la non-existence de moyens de mesure qui fassent référence. Donc, l'ACV de Mistral et une ACV de Google, laquelle est la bonne donc, il nous faudrait aussi des moyens là-dessus. Et un élément en plus, les opérateurs télécoms ont été forcés, je crois, de communiquer sur l'empreinte environnementale auprès des utilisateurs, et donc ils l'ont fait par gigaoctet, ce qui a eu un effet de pédagogie utile, possiblement, mais est-ce que c'était la meilleure manière de faire réduire l'impact des opérateurs télécoms? Difficile à dire. Merci. Alors, vous en faites pas, on voit les questions. C'est juste que j'essaie de prendre dans l'ordre, mais on va pas les oublier. Il y en a aussi dans l'onglet. Tu voulais ajouter quelque chose, non, sur la question précédente? Oui, non, c'est sur une autre question de Mickaël Tartare. Oui, on va sur les revenir 5 sur tes ressources présentées, ressources. j'ai regardé. Effectivement, je crois que le café IA se décline dans d'autres pays. Ils en ont fait des traductions. Mais effectivement, les ressources que j'ai citées sont majoritairement franco-françaises, il me semble. Après, il faudrait que tous les LLM fassent une analyse de cycle de vie, mais Après, la comparer. Comparia, c'est le ministère de la Culture, mais je sais que Comparia fait l'exercice pour d'autres pays qui sont venus toquer à la porte de la D'accord, France, trop où bien. ils ont dit l'initiative est super intéressante, est-ce qu'on pourrait dépliquer ça? Donc en fait, le ministère de la Culture, donc en France, apporte le support technique et aussi l'ingénierie pour dupliquer ça. Et de toute façon, l'ensemble des modèles qui sont référencés ne sont pas que des modèles français, donc il y a un petit peu un côté international. Et il y a Impact Tracker, de toute façon, c'est international, Nance. Oui, Ouais. si. Ça, c'est fait Ok. par un Français, mais c'est n'importe qui Ça pourrait marche. s'en servir, effectivement. La CV de Mistral t'a répondu et le kit d'engagement de l'Ecolab, c'est principalement francophone. Alors, je vois des autres questions, vous en faites pas, hein. On va retourner dans l'onglet Q&R, donc la question de Mickaël, elle a été adressée. Il y a une question de David. David indique, j'ai pu lire que dans certains secteurs, notamment le secteur public, l'évaluation d'une solution sous l'axe frugalité devenait un critère important de sélection, notamment de choix dans les appels d'offres. Est-ce que c'est une réalité? Alors moi, j'ai un élément de réponse là-dessus, mais je laisse la priorité aux autres intervenants si vous avez des billes. Nous, on est sollicité effectivement dans des consortiums, puisque je pense par exemple, il y avait un appel à projet culture du ministère de la Culture, Culture et Services numériques innovants, où il était explicitement indiqué que la maîtrise de l'empreinte environnementale des systèmes qui seront développés sera un élément de décision. Et ça, effectivement, ça pousse des acteurs privés à les intégrer dans leur réflexion. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui enfin, que l'on voit, quoi. C'est réel. Je ne sais pas après si c'est le cas sur beaucoup d'appels à projets, mais c'est une réalité. Pour compléter ce qu'a dit Nance, Amiel, pardon, décidément, je peux y arriver. Pour compléter ce qu'a dit Amiel, sur le référentiel général pour l'IA frugale, donc il a été co-lancé à l'initiative, comme Alice l'a expliqué, de l'AFNOR et de l'Ecolab. Donc l'Ecolab, c'est le laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique. Et un des constats qui a été fait, qui a donné le lieu au lancement de ces référentiels, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de référentiel. Et donc, quand dans la commande publique, notamment le ministère de la Transition écologique, qui pousse beaucoup ça auprès des autres ministères sur les appels à projets autour de l'IA, il voulait instruire le critère de la frugalité. Et par exemple, il mettait une note sur 100 pour le modèle d'IA, c'est 10 points pour la frugalité. Les réalisateurs de solutions IA avaient beaucoup de mal à se référer à un quelconque référentiel parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, c'était assez subjectif pour qualifier, pour noter cette note. Et du coup, c'est pour ça aussi que l'Ecolab a passé un petit peu en bon de commande à la FNOR et après, il y a les plus de 100 experts qui ont participé pour avoir ce référentiel. Comme ça permet à la commande publique, à ceux qui incluent la frugalité dans les appels d'offres autour des systèmes d'IA, d'inclure la notation de la frugalité qui est de plus en plus présente en y associant le référentiel pour dire, voilà, référez-vous à ce référentiel et prouvez-nous que vous êtes assez mature sur le sujet et que vous avez notamment pris en compte le référentiel, appliqué des bonnes pratiques, ce qui permet de rendre un peu plus objectif la notation du critère frugalité.
sais pas s'il y en a d'autres autour de la table qui ont des compléments par rapport à cette question. Sinon, on passe à la suivante. Non, je confirme juste la tendance, ce que vous dites. Moi, j'ai vu ça dans des appels à manifestation d'intérêt en interne au sein d'une branche de la Sécu, ou pour des projets d'IA, du coup, ils me rajoutent un critère. Donc, c'est pas tout à fait des appels d'offres dans ce sens-là de la commande publique, mais ils rajoutent des critères sur la partie environnementale. Je vois qu'on a encore 3 questions en suspens. Si on n'a pas le temps de tout faire, on va filer, on verra ce qu'on peut faire. Il y avait une question, y a-t-il, je ne pense pas qu'on y ait répondu, mais y a-t-il un prompt dans Claude ou ChatGPT pour prendre le meilleur modèle en fonction de sa demande pour éviter la surconsommation? Est-ce que ça parle à quelqu'un autour de la table? Moi, je dirais on voit quand même circuler pas mal de techniques de prompting pour optimiser la consommation de tokens. Et du coup, voilà, assez largement, en fonction du cas d'usage, il y a des façons de préparer les prompts pour essayer d'avoir les réponses les plus courtes et les mieux ciblées, quoi. Oui, il y a des bonnes pratiques. Par exemple, le fait, quand on peut choisir le modèle, de ne pas choisir un modèle qui fait ce qu'on appelle du reasoning, donc qui va écrire du texte qu'on ne voit pas pour arriver à une réponse ensuite plus précise. Il y a plein de cas où il n'y a pas besoin de ça. D'une manière générale, quand on demande au modèle d'être plus concis, c'est aussi quelque chose qui va limiter les coûts environnementaux parce que ça dépend, c'est directement dépendant du nombre de tokens qui sont produits. Et après, derrière, les ChatGPT, etc., ils ont eux-mêmes leur système de routing vers des modèles parce qu'eux-mêmes ont leurs enjeux à utiliser des petits modèles quand ils le peuvent. Mais il faut toujours se rappeler que ça reste généralement des acteurs qui prospèrent sur le fait d'avoir des très gros modèles généralistes pour pousser, enfin, pour répondre, quoi. Donc, on n'a pas vraiment la main là-dessus, à ma connaissance. Il nous reste 1 minute, on va prendre une dernière, il en reste 2, mais on va prendre une dernière question, peut-être c'est la plus rapide. Vous avez à un moment parlé dans les quelques minutes là, les intervenants, de la taxe carbone. Est-ce que quelqu'un pourrait résumer de manière un peu plus détaillée en quoi ça consiste? En Si fait, quelqu'un a la réponse. non, mais là, je pense que c'est appliqué ici. Donc, il n'y a pas encore de taxe carbone. C'est appliquer un coût carbone, mais encore faut-il pouvoir le mesurer et ensuite pouvoir l'appliquer. Il y a différents éléments. C'est les ETS pour le trading, il y a le CBAM pour l'application au niveau des frontières. Mais là, c'est un sujet qui, pour l'instant, est encore à l'étude pour le numérique. Et ça remonte à la question déjà, comment on peut évaluer le carbone du numérique. Pardon, j'ai le micro coupé, excusez-moi. 14h tout pile, je disais qu'on va couper ici pour respecter le timing et les engagements dans les agendas de chacun. Merci à toutes et à tous pour votre participation et je vous envoie d'ici fin de semaine, je pense, l'email avec le support de présentation, le replay. Et merci beaucoup à nos intervenants pour leur participation, leur intervention. Bonne journée tout le monde. Merci à tous. Et bonne fin de semaine. Merci à tout le monde. Merci.